Ce que les lecteurs apprendront en ouvrant mon livre, c'est une histoire de la Révolution qu'ils ne connaissent pas. Ils risquent d'être d'abord désorientés, car tout ce qu'ils ont appris depuis longtemps, depuis le lycée, depuis l'école primaire même, je dirais, reposait sur des certitudes, c'est-à-dire une révolution qui s'est développée à partir d'une crise financière qui a donné lieu ensuite à la crise politique, et ensuite par un concours de circonstances, par des événements qui se sont progressivement agrégés les uns aux autres. Cette révolution a commencé à s'emballer à partir du milieu de l'année 1789, aboutissant à la fameuse prise de la Bastille. Voilà donc ce que, généralement, les Français connaissent de la Révolution française. Or, mon livre a essayé de proposer aux lecteurs des lectures alternatives, des versions alternatives de cette Révolution française. Tout simplement pourquoi ? Parce que dès les premières semaines de la Révolution, certains Français sont absolument persuadés que les événements qui se déroulent devant leurs yeux, ces événements ne sont pas du tout naturels, on pourrait dire. C'est-à-dire que derrière ces événements se tient une main cachée, de là bien entendu le titre du livre. Ces événements auraient été le produit d'un complot, d'une conspiration qui aurait été ourdie de longue date. Je pense qu'on y reviendra, parce que parfois c'est même de très longue date, et qui, bien entendu, conspiration qui avait pour but à la fois d'abattre la religion et abattre l'ordre politique et social. Et c'est donc ces lectures alternatives, ces histoires parallèles de la Révolution que je propose dans la première partie de mon livre, avant d'essayer de les élucider dans la deuxième partie. Alors j'insiste bien entendu tout de suite sur quelque chose, c'est que mon livre n'est pas une étude globale du phénomène complotiste pendant la Révolution, qui aurait été littéralement irréalisable. Ce qui m'a fasciné, ce sont ces lectures des origines de la Révolution, car pour de nombreux Français, cette Révolution, avait été préparé longtemps à l'avance, avait été préparé par différents acteurs, et là je pense qu'on va y revenir, mais je peux tout de suite les énoncer. Par exemple les protestants, par exemple les francs-maçons, par exemple les philosophes, par exemple l'Angleterre, pour énumérer simplement les quatre protagonistes principaux donc de cette révolution, de ces révolutions parallèles. Il y a eu un événement déclencheur. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui remonte assez loin maintenant, puisque cela remonte à plus d'une vingtaine d'années. J'étais à Besançon, j'étais maître de conférence. Je venais d'être élu maître de conférence d'histoire moderne à Besançon, et j'ai fait donc une conférence qui portait sur un abbé comtois très anglophile qui était l'abbé Coyer. Et un des participants, du moins une des personnes du public, est venu me voir à la fin de la conférence en me disant « Mais écoutez, monsieur, votre abbé vante beaucoup l'Angleterre, mais il faudrait toujours se souvenir d'une chose, c'est que cette Angleterre, finalement, c'est elle qui a fomenté la Révolution française. » Alors j'ai essayé de discuter avec ce monsieur en lui expliquant que cette théorie, certes, a circulé il y a très très longtemps, mais que nous n'avons jamais eu de preuves. Et c'est là où il m'a répondu, alors vraiment, ça c'est on est vraiment confronté à la logique, je dirais, complotiste. Oui, certes, il n'y a pas de preuves, mais c'est tout à fait logique qu'il n'y a pas de preuves, puisque, si cette conspiration a réussi, c'est parce qu'elle était tellement bien préparée que ces preuves, ont été effacées. Et ça a été le déclencheur.
Et j'ai d'abord commencé à travailler cette histoire du complotisme de l'époque révolutionnaire sous l'angle de l'Angleterre. J'avais fait d'abord un article concernant cette question. J'ai également beaucoup je l'ai approfondi ensuite lorsque j'ai écrit mon livre sur les deux Pitt, William Pitt l'Ancien, William Pitt le Jeune, et au fur et à mesure ensuite de mes pérégrinations, qui parfois n'avaient absolument rien à voir avec la question du complotisme de l'époque révolutionnaire, mais je tombais ici et là dans les sources d'archives que j'avais, ou alors eh bien, dans mes dépouillements, je tombais sur des choses vraiment tout à fait intéressantes, indiquant, eh bien, par exemple, la conspiration du duc d'Orléans, ou encore eh bien, le rôle qu'aurait eu Necker pendant la Révolution. Et à chaque fois, donc, je prenais des notes en me disant que peut-être un jour, ça pourrait faire l'objet eh bien, de quelque chose d'assez intéressant. Et la décision qui a été prise d'écrire ce livre eh bien, a été prise à la fin de la rédaction du Temps des Révolutions, de mon précédent ouvrage, car je me suis rendu compte finalement eh bien, que ça y est, c'était mûr, et il y avait vraiment beaucoup de choses, et surtout que finalement eh bien, ce siècle des révolutions eh bien, aboutissait à l'année 89, cette année 89 qui, dès les premières semaines, voit ces explications qui sont totalement différentes de celles que l'on connaît. Alors, lorsqu'on se penche sur le complotisme, l'accès aux sources est à la fois facile et parfois également très délicat. Facile tout simplement parce que il y a des sources qui nous frappent l'œil. Il suffit, je dirais, de consulter le catalogue de la BNF, notamment en faisant une recherche par mots-clés, conspiration, etc. Enfin, vous voyez très bien les termes que l'on peut justement sélectionner. Eh bien, immédiatement, on voit apparaître des titres très alléchants. Et immédiatement, eh bien, j'ai commencé donc à faire mon corpus de cette manière, en me disant, là, il y a sans doute des choses intéressantes à découvrir. Donc, en ce qui concerne les pamphlets, les textes de circonstances, c'est quelque chose qui est très aisé. Ensuite, la question finalement, c'est que ces sources sont d'une abondance telle que l'on pourrait passer une vie à essayer de cerner ce corpus. Je veux dire par là, prenons un exemple. Dans les débats parlementaires de l'époque de la Révolution, à maintes reprises, eh bien, la question d'une conspiration, la question d'un complot, eh bien, est évoquée. De même, dans les correspondances des contemporains, nous retrouvons exactement la même chose. C'est-à-dire cette thématique du complot est très présente. C'est-à-dire que je ne me fais pas d'illusions. Je ne crois pas du tout avoir fait le tour de la question en ce qui concerne, en tout cas, les sources. Mais je pense que pour l'histoire des origines occultes de la Révolution française, les sources que j'ai sélectionnées me semblent tout de même donner un bel aperçu de la question. Oui, alors c'est vrai que c'est une expression un peu luthérienne. Ce que je veux dire par là, c'est que le phénomène complotiste apparaît dès les premières semaines de la Révolution. Et ensuite, il se nourrit littéralement de l'événementiel révolutionnaire. C'est-à-dire que lorsque un événement important surgit, forcément, cet événement est réinterprété par certains comme une nouvelle preuve. Alors, tout dépend bien entendu de l'angle d'attaque qui a été choisi. Une nouvelle preuve de l'influence de l'Angleterre, une nouvelle preuve de l'influence des francs-maçons, une nouvelle preuve, pourquoi pas, de l'influence des philosophes. Et c'est vraiment ce qui est tout à fait frappant. C'est-à-dire que finalement, on a affaire à un phénomène qui est en apparence très linéaire, finalement très répétitif. Mais en réalité, le complotisme des premiers mois de l'année 89 évolue très rapidement pour donner un nouvel avatar
Et ce nouvel avatar également donnera un nouvel avatar, et ainsi de suite. Par exemple, lorsqu'on examine les sources de l'année 89, on voit très bien qu'elles collent aux événements, qu'elles nous parlent beaucoup des faits qui viennent de se produire. Par contre, lorsque l'on avance dans le temps, la plupart du temps, les historiens désormais des grandes conspirations, car il y en a eu, par exemple Gallard de Montjoie, par exemple, bien entendu, l'abbé Baruel, eux prennent du champ. Ils ont désormais plusieurs années de révolution derrière eux, et ils peuvent effectuer des choix, à l'aide de ces choix, ils peuvent nourrir encore davantage, vous voyez, leur argumentaire. D'une certaine manière, le complotisme les théories du complot sont beaucoup plus fondées à partir du milieu des années 1790 qu'au tout début de la Révolution, car ces auteurs ont, je dirais, l'embarras du choix. Alors, c'est ce qu'on appelait la secte des encyclopédistes. C'est une expression qui apparaît sous l'Ancien Régime, qui apparaît sous la plume de ceux qu'on appelle les antiphilosophes. Ce groupe, je dirais, très très important d'hommes de lettres qu'on a souvent négligé jusqu'à une date assez récente, et qu'aujourd'hui, on commence à bien connaître. Et dans cet univers intellectuel de la fin de l'Ancien Régime, de plus en plus, les Français qui sont attachés à la religion sont de plus en plus inquiets par les progrès de ce qu'il appelle, l'irreligion, le matérialisme, et les regards se focalisent sur l'encyclopédie, sur les encyclopédistes, et ils se focalisent au point qu'ils en font une véritable secte. La raison est très très facile à comprendre. L'encyclopédie a été un travail collectif, rassemblant plus de 150 collaborateurs, et aux yeux de l'extérieur, il y aurait eu une entente vraiment idéale entre ces auteurs qui auraient préparé longtemps à l'avance leurs articles en vue d'abattre la religion, du moins dans l'esprit en tout cas de leurs lecteurs. Et donc c'est la raison pour laquelle on a commencé à employer ce terme de secte des encyclopédistes. Alors ce qui leur est reproché, alors ça c'est l'une des pistes majeures que l'on voit courir pendant toute la Révolution, c'est que la Révolution française n'est pas née, on pourrait dire, d'une influence progressive de la pensée des Lumières, comme... je ne vais pas entrer ici dans le détail parce que les rapports entre Lumière et Révolution, vous savez, font couler encore aujourd'hui beaucoup d'encre. Mais si on prend, je dirais, le schéma classique, on pourrait dire, que la Révolution française, aujourd'hui, est en partie, du moins, une fille des Lumières. Ce n'est pas ça. Pour ces Français qui incriminent les encyclopédistes, la secte des encyclopédistes, il y aurait eu un projet qui aurait été concerté, qui aurait été préparé, on pourrait dire, dès le milieu du XVIIIe siècle, dès la fondation de l'encyclopédie, visant d'abord à abattre les bases du catholicisme. En second lieu, à abattre également les bases à la fois idéologiques, mais plus largement l'attachement des Français à la monarchie. Et c'est ça qui est reproché. Et c'est ce qu'on revoit sans cesse dans ses écrits, c'est-à-dire que la Révolution française est née finalement d'un complot ourdi par ce groupe d'hommes de lettres qui n'étaient pas du tout inoffensifs, selon en tout cas ces auteurs, qui n'étaient pas du tout inoffensifs, bien au contraire. Ils avaient tout préparé et longtemps à l'avance. En dehors de la secte des encyclopédistes, il y a aussi un personnage qui apparaît très très fréquemment dans les théories du complot. Au tout début de la Révolution, c'est Jacques Necker, c'est-à-dire celui qui était le responsable des finances de Louis XVI. Alors pourquoi Necker ? Pour d'abord une raison majeure, c'est que Necker, s'il était adulé par de nombreux Français,
était aussi regardé avec beaucoup de méfiance par d'autres Français. Je veux dire par là que Necker était un réformateur, c'est quelqu'un qui avait pour projet de faire évoluer la monarchie française vers une monarchie un peu plus tempérée, notamment par la création d'assemblées provinciales. Et cet aspect, pour dire, réformateur de l'œuvre de Necker lui était reproché par les Français les plus attachés à l'Ancien Régime. Il y a un très très bel exemple d'ailleurs, bon, c'est quelqu'un qui est mort à la Révolution, mais il n'empêche que l'un des grands rivaux de Necker, c'était le comte de Vergennes, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État des Affaires étrangères de Louis XVI, qui ne supportait absolument pas Necker. Pour Vergennes, Necker aurait voulu introduire un système à l'anglaise, vous voyez, en France. Lorsque la Révolution éclate, l'action de Necker, eh bien, s'éclaire pour ces Français. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, c'est un réformateur, donc de ce fait, il était en train de saper les bases de la monarchie française. En second lieu, Necker, il ne faut jamais l'oublier, est protestant, il est genevois, protestant, et c'est alors bien, que l'action de Necker prend une toute autre dimension, car dès les premiers mois de la Révolution française, commence à courir le bruit que cette révolution aurait été préparée par les protestants, à la tête desquels il y aurait eu Necker, protestants qui voulaient tout simplement se venger, bien entendu, de ce que vous devinez, c'est-à-dire la révocation de l'édit de Nantes, qui avait été décidé en 1685 par Louis XIV. C'est-à-dire que dans cette optique, dans cette théorie du complot, la Révolution française serait la réponse, en gros, un siècle plus tard, à cette mesure qui avait frappé les protestants. Et Necker était donc cette figure emblématique, et on le voit très très présent dans les premières années de la Révolution française. Ensuite, sa présence commence tout de même à décroître. Il reste toujours, on le rencontre toujours dans ces théories du complot, mais elle commence à décroître, à mon avis, tout simplement par le fait que Necker, ensuite, a pris beaucoup de distance par rapport à la France, par rapport à la Révolution française. Mais il n'empêche que cette idée, vous voyez, d'un complot protestant, et ayant à sa tête celui qui était présenté comme, en quelque sorte, le ministre le plus important de Louis XVI, est tout à fait frappant. Hein. C'est quelque chose qui nous montre bien que ces théories du complot, finalement, à la fois utilisent, s'ancrent sur l'actualité, je dirais politique, et également se nourrissent, bien entendu, de l'histoire, et en l'occurrence de l'histoire, je veux dire, il s'agit de la révocation de l'édit de Nantes. Les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel, en effet, ne sont pas d'une lecture facile. Cet ouvrage a été publié à partir de l'année 1797 par son auteur, l'abbé Augustin Baruel. C'est un ouvrage fleuve, puisqu'il compte environ 1800 pages dans son édition originale, en 5 volumes. Et c'est un ouvrage qui a été publié d'abord en Angleterre. Alors de quoi s'agit-il ? Ces mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, c'est une sorte, pour moi cet ouvrage je le considère comme une sorte de synthèse de toutes les théories complotistes qui ont précédé cet ouvrage. L'auteur est quelqu'un de tout à fait, quelqu'un de très brillant. Il s'agit de l'abbé Augustin Baruel, un ancien jésuite, qui a une carrière d'homme de lettres vraiment très très importante sous l'Ancien Régime. Il a écrit il était l'un des rédacteurs principaux de certaines gazettes antiphilosophiques. Il a également été, au tout début de la Révolution, le rédacteur du journal ecclésiastique. C'est quelqu'un qui a vraiment un pied, je dirais, dans le monde des lettres,
Et c'est vrai que Baruel d'ordinaire écrit bien. Il a du style, c'est un jésuite de toute manière. Les jésuites avaient quand même sélectionné des gens qui avaient du style. Mais il n'empêche qu'avec les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, ce n'est plus le même Baruel que l'on a devant les yeux. C'est quelqu'un qui est assez triste tout de même à lire, très triste à lire, parce qu'il répète toujours la même chose. Et je vais y venir, hein, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique eh bien, de cette prose, une prose angoissée, une prose paranoïaque, hein, que l'on voit se dérouler au fur et à mesure eh bien, que on tourne les pages. Alors l'itinéraire intellectuel de Baruel est très intéressant parce que, voilà, je l'ai déjà évoqué, c'est quelqu'un qui a des bases littéraires, bien entendu, puisqu'il a beaucoup travaillé sous l'Ancien Régime dans la presse, notamment la presse littéraire, et au tout début de la Révolution, mais ce qui peut paraître surprenant, parce qu'on le connaît surtout comme le grand théoricien eh bien, des différents complots. Au tout début de la Révolution, Baruel n'est pas du tout un adepte de ces théories du complot. Lorsqu'il écrit dans le journal ecclésiastique, il se montre même assez critique à l'égard de son propre ordre, l'ordre du clergé, en disant nous-mêmes, ecclésiastiques, eh bien, nous sommes responsables finalement de ce qui s'est passé. Nous n'avons pas été assez vigilants, nous n'avons pas montré aussi l'exemple, mais il se refuse à aller dans le sens d'une grande conspiration pour expliquer 1789. Alors le tournant pour lui, comme pour de nombreux ecclésiastiques, ce sera la constitution civile du clergé, c'est-à-dire ce moment crucial dans l'histoire de la Révolution qui coupe littéralement la France en deux. Hein, c'est un véritable schisme qui s'abat sur la France, avec d'un côté le clergé jureur, ceux qui eh bien, prête serment sur la constitution civile du clergé, et de l'autre, et Baruel en fait partie, le clergé réfractaire. Et comme prêtre réfractaire, eh bien désormais Baruel est menacé, il est menacé, je dirais, de poursuite, et surtout après la chute de la monarchie, eh bien il est menacé ni plus ni moins de mort. Il a manqué finalement d'être victime des massacres de septembre. Il a réussi, et d'ailleurs il l'écrit, il ne sait pas très bien comment, mais il a réussi à y échapper, il a réussi à s'enfuir, et c'est là où il gagne l'Angleterre. Donc nous sommes à l'automne 1792, il se retrouve en Angleterre, ce pays dans lequel il vivra pendant presque une dizaine d'années. Et c'est en Angleterre qu'il commence la rédaction des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. C'est-à-dire que progressivement, cet homme, et notamment sous le choc sans doute du 10 août, des massacres de septembre, et ensuite en tant que spectateur des événements de France, et aussi également, je l'évoque un moment dans mon livre, peut-être sous l'influence de l'atmosphère très angoissée qui régnait également en Angleterre au même moment, parce que les Anglais eux-mêmes croient au même moment qu'ils sont à la veille d'une révolution à la manière française. Et Baruel, donc, lorsqu'il arrive en Angleterre, il n'arrive pas dans une Angleterre sereine, il arrive dans une Angleterre qui a peur, qui croit que, eh bien, le lendemain sera peut-être le même lendemain que ce que les Français ont vécu. Et donc de ce fait, eh bien, il a évolué graduellement vers une explication désormais qui s'appuie sur une conspiration, ou plutôt sur 3 conspirations. Alors j'en viens justement à la théorie de Baruel, qu'il faut essayer de développer, même si lui la développe un peu trop. Alors, que nous montre-t-il? D'abord, ce livre ne s'intitule pas l'histoire des Jacobins ou l'histoire du jacobinisme. Il parle de mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Ce qui rend son livre insupportable à lire, c'est justement cette volonté de créer des mémoires pour servir à une histoire future. C'est-à-dire que pour Baruel, il faut que ses lecteurs aient toutes les preuves devant leurs yeux, leur attestant de la réalité du complot. Et toutes les preuves, cela signifie, Augustin Baruel s'est mis au travail, il a
noté scrupuleusement ce qu'il pouvait trouver, par exemple, dans la correspondance de Voltaire. Et Dieu sait que Voltaire n'était pas avare de plaisanteries, parfois de très très mauvais goût à l'égard de la religion. Il a donc noté scrupuleusement toutes les citations tirées également des théories politiques, de Montesquieu, de Rousseau, etc., de tous les théoriciens des Lumières, qu'il a accumulés, qu'il a sortis de leur contexte. Et voilà donc les fameux mémoires. Alors ce qui est vraiment frappant chez Baruel, c'est qu'il ne nous donne pas une histoire de la Révolution. Il a écrit donc des mémoires pour servir à l'histoire, non pas de la Révolution, non pas à l'histoire des Jacobins, mais à l'histoire du jacobinisme. Alors qu'est-ce qu'il veut dire derrière ce terme? Qu'est-ce que signifie ce terme? Pour Baruel, c'est très clair. C'est que pour lui, la force agissante de la Révolution a été le club des Jacobins de Paris et ses multiples filiales à travers la France, puisqu'elles se sont multipliées à une vitesse d'ailleurs absolument prodigieuse à partir des années 91-92. Et pour lui, la Révolution s'est propagée de Paris à travers le club des Jacobins et à travers toute la France. Mais, nous dit Baruel, faisons attention à une chose, le club des Jacobins est peut-être apparu au début de l'année 89, c'est le fameux club breton, puisqu'à l'origine, il était apparu dès le début de la Révolution à Versailles, dans les premières semaines de la Révolution, lorsque les députés ont commencé à se réunir pour préparer les séances du lendemain. Il dit oui, certes, mais le jacobinisme a précédé de longue date le club des Jacobins. Derrière le jacobinisme, il incrimine une doctrine d'haine à la religion, au roi, visant à abattre l'ordre à la fois politique, religieux, social, culturel. Et donc ce jacobinisme précède de plusieurs décennies la Révolution. Et d'ailleurs, Baruel nous dit, vous savez, faites attention, le club des Jacobins, en apparence, il n'y en a plus en France. Le club des Jacobins a été supprimé à la fin de l'année 1794. Dans la réalité, le jacobinisme persiste. La preuve en est, et il nous montre un exemple, il dit, regardez, en ce moment, pourquoi l'armée française remporte de grandes victoires? Il est rédigé en 96, 97, c'est-à-dire au moment de la campagne d'Italie. Pourquoi l'armée française remporte-t-elle de si grandes victoires? Certes, les soldats français sont peut-être vaillants, mais c'est surtout parce que le jacobinisme, désormais, a réussi à gagner toute l'Europe et que les traîtres sont partout, on leur ouvre les portes, on ouvre les portes aux soldats français, et la Révolution est en train de s'exporter à travers toute l'Europe. Donc, vous voyez, notre abbé se fait l'historien, non pas, je dirais, d'un fait très circonscrit dans l'histoire, qui est celui du club des Jacobins, mais d'un phénomène beaucoup plus vaste, et pour lui, c'est le phénomène essentiel qui nous permet de comprendre la Révolution. Car derrière ce jacobinisme, il y a un triple complot. Le complot d'abord des philosophes, c'est reparti avec les encyclopédistes, bien entendu. Complot contre la religion. Deuxième complot, celui des francs-maçons, et où, pour être plus précis, parce que Baruel est quand même très, il est quand même très nuancé parfois. Il n'incrimine pas tous les francs-maçons, mais il incrimine ce qu'il appelle les grades supérieurs, c'est-à-dire les arrière-loges, comme il dit. Il s'agirait donc dans ces arrière-loges, c'est dans ces arrière-loges qu'aurait été ourdi notamment le complot contre la monarchie. Et enfin, troisième complot, le plus violent, le plus anarchique de tous, le complot qui aurait été ourdi en Allemagne
par Adam Weishaupt et ses Illuminés de Bavière ou Illuminaten. Et Baruel y accorde beaucoup de place dans ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Alors ce qui est vraiment frappant lorsqu'on lit les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel, c'est que l'un des grands protagonistes du complot qui revient sans cesse dans mes sources est absent. C'est l'Angleterre et notamment son Premier ministre William Pitt. Alors sans doute parce que Baruel était désormais hébergé en Angleterre, peut-être également était-il conscient que l'Angleterre avait absolument rien à voir avec le phénomène révolutionnaire. Je pense qu'il en était convaincu, mais c'est quand même quelque chose d'assez rare pour être signalé, parce que très souvent, dans les théories du complot, on s'aperçoit que les théoriciens du complot mêlent allègrement les philosophes des Lumières, les francs-maçons, et l'Angleterre. Et notamment, il y en a un qui est vraiment très parlant en la matière, très éloquent, c'est Galard de Montjoie, qui a écrit une grande fresque sur... Ah oui, aussi, c'est quelqu'un qui mériterait à lui seul, je dirais, des volumes, et qui a écrit une grande fresque sur le Louis-Philippe d'Orléans, Louis-Philippe Joseph d'Orléans, c'est-à-dire le fameux Philippe Égalité, celui qui a, bien entendu, voté la mort de son cousin Louis XVI. Et le duc d'Orléans est très présent dans l'univers complotiste de cette époque, il est omniprésent même, je dirais, il y revient sans cesse. Et s'il est présent, c'est d'abord parce que il a joué en effet un rôle parfois d'ailleurs assez trouble au début de la Révolution. On peut penser qu'il voulait tirer parti du phénomène révolutionnaire pour redorer un petit peu son blason. Il y a également le fait que Philippe d'Orléans était le grand maître de la franc-maçonnerie, ça tombe bien, ça voulait dire que c'était lui quelque part qui était le grand ordonnateur. Il était le grand maître du Grand Orient de France, et donc de ce fait, il aurait été le grand ordonnateur. Et puis, dernier point important pour Philippe d'Orléans, qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on a affaire à un anglophile, même un anglomane. Il fait des séjours très réguliers en Angleterre, il est très proche avec certains membres de l'opposition anglaise de l'époque, des Whigs de Fox notamment. Et de ce fait, cela explique, vous voyez, que Philippe d'Orléans, est en quelque sorte apparaisse parfois comme le conspirateur idéal. Et cette piste anglaise, finalement, ce qui est vraiment tout à fait éloquent, c'est que, à travers Philippe d'Orléans, cette piste anglaise, nous l'avons vraiment clairement désormais sous les yeux. Je veux dire par là, les contemporains, les Français, dès le début de la Révolution française, dès les toutes premières semaines, c'est vraiment quelque chose qui est apparu très tôt, beaucoup plus tôt par exemple que les explications concernant la franc-maçonnerie. Mais dès les premières semaines de la Révolution française, certains observateurs ont commencé à accuser l'Angleterre en disant que ce qui est en train de se passer, c'est ni plus ni moins une vengeance de l'Angleterre. Une vengeance de l'Angleterre, et notamment une vengeance du Premier ministre anglais, William Pitt, le jeune. C'est très important, car en effet, il est le fils de William Pitt l'Ancien. William Pitt l'Ancien, qui a été le grand ministre de la guerre de 7 ans, c'est l'homme qui a conquis le Canada. Et ce William Pitt l'Ancien, à la fin de sa vie, a eu le drame, a vécu un drame, puisqu'il a vu s'effondrer cette belle Amérique qu'il avait forgée avec la révolte des 13 colonies. Or, comme chacun sait, la révolte des 13 colonies a été puissamment, je dirais, favorisée par le soutien ultérieur de la France, après l'indépendance, bien entendu, avec l'alliance de 1778, Louis XVI, qui a soutenu un peuple en révolte contre un autre roi. Donc, dans la logique des observateurs français, tout s'éclaire, tout s'éclaire. Cette révolution, finalement, elle survient quelques années
après ce traité de 1783, qui a été un traité humiliant pour l'Angleterre, il est logique finalement que Pitt ait profité de la crise politique qui commençait à apparaître à partir de 1787 pour mettre, pourquoi pas, de l'huile sur le feu pour lancer le brasier révolutionnaire. Et vous voyez, cette conviction, elle est très présente déjà dès le printemps 1789 et elle ne fera progressivement que s'accroître au fur et à mesure que la Révolution prendra son envol. Car chaque événement semble confirmer cette présence de la main cachée de l'Angleterre et dès les débuts de la Révolution française. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas encore évoqué jusqu'à présent, c'est que les théories du complot que j'ai, encore une fois, sélectionnées, c'est-à-dire ce n'étaient pas donc toutes les théories du complot qui ont couru pendant la Révolution, mais en tout cas les théories, on pourrait dire, des origines de la Révolution française, n'ont pas vraiment de couleur politique. Certes, majoritairement, les théoriciens de ces complots appartiennent aux partisans de l'Ancien Régime, ou encore plus largement, ce sont des Français qui sont attachés à la religion. Mais, et ça devient de plus en plus net à partir des années 92-93, les révolutionnaires eux-mêmes n'ont pas du tout été à l'écart de ces théories. Et c'est là où on s'aperçoit finalement, là on a en quelque sorte devant les yeux le facteur explicatif, l'un des facteurs explicatifs de cette théorie du complot. C'est-à-dire pourquoi les Français, à un moment donné, se sont dit non, ça ne peut pas être une révolution spontanée, ça ne peut pas être quelque chose qui s'est déroulé de cette manière, il doit y avoir quelque chose de caché derrière. Du côté des partisans de l'Ancien Régime, c'est logique. Dès le début de la Révolution, on est confronté à l'inouï. Il faut toujours se souvenir que 1789 était impensable. Quelques mois, voire quelques semaines avant. Lorsque les États généraux se réunissent, vous savez, l'immense majorité des Français espèrent sans doute l'égalité devant l'impôt, espèrent quelques réformes qui iront dans le bon sens, mais on imagine sûrement pas l'impensable, quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire, c'est-à-dire la disparition brutale en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, de tout un ordre politique, social, religieux, culturel. Cela explique, vous voyez, que les théoriciens du complot royaliste, on pourrait dire, ils se sont tout de suite réfugiés vers les explications parallèles, qui sont très rassurantes. Finalement, ce n'est pas la faute des Français, ce n'est pas la faute du roi. Tout ce qui s'est produit, c'est parce que ça a été sciemment préparé. On retrouve exactement le même schéma de pensée chez les révolutionnaires. Lorsqu'ils commencent à être confrontés à une révolution dont ils n'avaient pas imaginé l'évolution. Je veux dire par là, c'est une révolution qui se radicalise à partir de l'année 92 et qui, l'année suivante, voit même au sein même du camp révolutionnaire des tensions de plus en plus vives, par exemple entre Girondins et Montagnards, ou encore ensuite avec la montée de ceux qu'on appelle d'abord les enragés et après les exagérés. Donc c'est jusqu'aux boutistes radicaux du phénomène révolutionnaire. Ceux qui étaient les protagonistes originels de la révolution ne reconnaissent plus leur révolution. Et c'est le cas de Camille Desmoulins, qui se réfugie lui aussi derrière l'explication de l'Angleterre, en disant que finalement cette révolution, il y a eu des choses absolument admirables, mais tous les crimes qui ont été commis l'ont été par l'Angleterre. Et cette Angleterre qui a voulu se venger à nouveau, bien entendu, de la perte des colonies, mais alors
il ajoute quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Camille Desmoulins dit oui. Et Pitt a voulu également se venger de l'aide qu'aurait donné, tenez-vous bien, le cardinal de Richelieu en 1641 aux révolutionnaires anglais. Alors, d'ailleurs, j'ai fait une recherche sur cette question parce que ça m'a troublé. Il a trouvé ça où? En effet, oui. Il y a plusieurs ouvrages d'histoire ou des mémoires du temps qui laissent entendre que la révolution d'Angleterre, la première révolution d'Angleterre, aurait bénéficié à un moment donné de l'aide de Richelieu. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que Camille Desmoulins, quelques mois plus tard, donc là on est à la fin de l'année 93, interprète de la même façon la radicalisation qu'il ne comprend pas de la Révolution française, notamment la vague déchristianisatrice. Donc nous sommes là à la fin de l'année 93, c'est l'époque où Desmoulins lance le Vieux Cordelier et il attaque bille en tête William Pitt, en l'accusant d'être devenu une espèce de faux sans-culotte, un sans-culotte extrémiste, poussant à l'anarchie en France afin de déstabiliser totalement le pays, afin d'abattre la République. Donc comme vous le voyez, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ces théories du complot peuvent servir, je dirais, à la fois, servent des camps diamétralement opposés, comme d'ailleurs à l'extrême fin de la période que j'ai étudiée, c'est-à-dire au moment du Consulat, ces théories du complot également pourront servir le nouveau régime qui se met en place. Et là, je pense notamment à l'ouvrage de Portier de l'Oise, qui a écrit une sorte de compilation des forfaits de l'Angleterre de 1789 jusqu'au début du 19e siècle, où il essaye de montrer quoi? Que tout ce qui est bon dans la Révolution est français. Par contre, tous les crimes, dès le début, tout ce qui est absolument odieux, abject, est à mettre du côté de l'Angleterre, voyez. Et c'est quelque chose vraiment qui est... Bon, bien entendu, nous on voit bien entendu cet ouvrage, c'est vraiment cousu de fil blanc, mais il n'empêche que pour le français, encore une fois de ces années 1804 ou 1805, pour ces Français, ils n'avaient pas la possibilité de vérifier bien entendu les documents que nous présentait Portier, parce que Portier agit exactement comme l'abbé Baruel, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des prétendues preuves qui sont des citations, par exemple, tirées des débats parlementaires anglais. Bon, il suffit de vérifier, de comparer ces textes avec les originaux. Autant vous dire que ces textes ont été triturés à un point tel qu'ils en sont devenus méconnaissables. C'est un petit chef-d'œuvre, je dirais, de propagande, de désinformation que nous a donné Portier de l'Oise, qui est très très intéressant à lire, mais en aucun cas c'est une œuvre historique. Alors il y a quelque chose qui est frappant lorsqu'on examine les différentes théories du complot de l'époque révolutionnaire, je dis bien de l'époque révolutionnaire, celles qui ont vu le jour entre 1789 et le début de l'Empire. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est l'absence finalement d'une main cachée. C'est la main cachée des Juifs. Car comme chacun sait, depuis le Moyen-Âge, dès qu'il y a une calamité qui s'abat sur l'Europe, les Juifs ont toujours été pointés du doigt. Et c'est quelque chose, en effet, qui m'a étonné. Alors, je n'ai pas de réponse à apporter à cela. Je pense que les passions étaient telles qu'on ne pensait peut-être pas à la à la communauté judaïque. En tout cas, je n'en sais rien. Mais ce qui est quand même, alors là, flagrant, c'est que moins de 100 ans plus tard, en 1878, ça y est, désormais, la main cachée juive, peut désormais être mise aux côtés des 4 mains cachées que j'ai déjà évoquées. 1878, car à cette date, dans un magazine catholique,
est publié, alors un texte curieux d'un certain Simonini, un Jean-Baptiste Simonini, qui se présente comme un militaire italien. Alors c'est une lettre qui aurait été écrite en 1806, qui aurait été envoyée à l'abbé Baruel. Alors l'abbé Baruel, en effet, dans ses archives, eh bien, on retrouve non pas la lettre, mais une copie, en tout cas, de la lettre de Simonini de la main de Baruel. Il n'en a rien fait, Baruel. Ce qui est frappant, c'est que, eh bien, presque un siècle plus tard, cette lettre de Simonini, désormais, est exploitée. Alors, que dit Simonini? Eh bien, elle dit, voilà, il félicite d'abord Baruel en lui disant « Vous avez fait du bon travail, vous avez bien mis en lumière ce grand complot qui a été ourdi contre la monarchie, contre la religion. Mais tout de même, je vous reproche d'avoir oublié le complot le plus important, celui des Juifs. » Et là, il commence à développer donc cette théorie. Selon lui, eh bien, les Juifs ont réussi à noyauter à la fois les instances politiques, mais aussi les instances religieuses. C'est assez délirant d'ailleurs ce qu'il nous raconte. Il dit voilà, les cardinaux qui sont autour du pape sont juifs, et de ce fait, ils sont prêts désormais à s'emparer de tous les levées de commande, et ce sont eux qui se trouvent au sommet, en quelque sorte, vous voyez, de cette pyramide de conspirateurs. La main cachée principale, ce n'est sûrement pas les illuminés, ce n'est sûrement pas les francs-maçons ou les encyclopédistes, ce sont les juifs, voyez. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, vraiment d'observer, c'est cette lettre n'a pas été utilisée à l'époque de Baruel. En 1878, le contexte, eh bien, nous permet de comprendre pourquoi cette lettre désormais est exploitée. Nous sommes désormais entrés dans cette phase. Bon, je ne suis pas un spécialiste, bien entendu, de l'antisémitisme, mais je me fonde, bien entendu, sur toutes les grandes études qui ont été faites, notamment l'étude de Léon Poliakov, mais il y en a bien d'autres également, mais qui ont bien montré que l'antisémitisme, on pourrait dire contemporain, prend vraiment forme dans ces années 1860, 1870, 1880. Et comme par hasard, eh bien désormais, dans cet événement qui était inouï, qui était incompréhensible, eh bien les Juifs désormais trouvent toute leur place. Et une place qui les incrimine d'une manière encore plus, je dirais, cinglante et violente que les francs-maçons. Ces juifs, eh bien, auraient été au sommet, en quelque sorte, de cette conspiration. Ce sont eux qui auraient voulu abattre la totalité de la société d'Ancien Régime européenne pour imposer leurs lois. Et je veux dire que là, nous sommes confrontés à quelque chose qui, malheureusement, eh bien, est l'esquisse de ce qui va nous mener ensuite, eh bien, à ces grandes théories conspirationnistes, et notamment eh bien, au protocole des sages de Sion, et puis, comme chacun sait, ensuite, eh bien, aux conséquences eh bien, de ces différents écrits toxiques, suprêmement toxiques du XXe siècle. Alors la théorie de Jean-Baptiste Sall est vraiment tout à fait... cette théorie de Jean-Baptiste Sall est très curieuse, elle dépasse de très très loin les autres théories du complot que j'ai examinées. C'est la raison pour laquelle je lui ai décerné de la meilleure théorie du complot. De quoi s'agit-il? Bon, Jean-Baptiste Sall est un révolutionnaire et en 1793, il se confie à un autre révolutionnaire qui est Garat et il lui explique que au début, ce qu'il explique, c'est tout à fait classique, que la Révolution française aurait été ourdie à la fois par le duc d'Orléans, donc Philippe d'Orléans, bien entendu, Philippe Égalité, avec le soutien très actif de l'Angleterre. Mais que désormais, eh bien, cette révolution eh bien, a également eu l'appui d'autres agents,
les Jacobins, encore une fois, on est dans quelque chose de relativement connu, mais aussi les Cordeliers, le club des Cordeliers qui se serait efforcé de lancer cette révolution à travers toute l'Europe. Et c'est là où son raisonnement devient extrêmement délirant, parce que ce qu'il nous dit, c'est que voilà, on assiste à une sorte de jeu de massacre. Louis XVI, bien entendu, a été guillotiné. Et à l'avenir, eh bien, que va-t-il se passer? La guerre est déclarée, nous sommes au printemps 93. D'après l'objectif de ces conjurés, ce sera le duc d'York qui va devenir roi de France. Alors, le duc d'York, c'est le fils de Georges III, qui est à la tête de l'armée qui combat en ce moment contre la Révolution française. Mais, nous dit Salles, ne nous leurrons pas. Ceux qui tireront véritablement les marrons du feu, ce sera une sorte de triumvirat, avec notamment Marat, Robespierre et puis Danton. Et ce triumvirat exercera une sorte de dictature sur la France. Et il continue en disant, dans ce triumvirat, s'imposera très rapidement Danton, le plus intelligent, le plus malin de tous. Il s'imposera, il éliminera ses adversaires et il régnera désormais, il se proclamera roi. Donc nous sommes là, vous voyez, dans une histoire parallèle de la Révolution, une sorte d'Uchronie qui mériterait peut-être d'ailleurs mériterait un livre. Le règne de Georges Ier Danton, ce serait quelque chose de relativement intéressant. Enfin, je pense qu'on pourrait en faire quelque chose. Alors, les points communs que l'on relève dans toutes ces théories du complot, d'abord, le premier point commun, bien entendu, mais ça c'est propre au complotisme, au phénomène complotiste, c'est la négation, bien entendu, de la réalité, le refus, le déni de regarder, le refus de regarder les choses en face, ce déni de la réalité. Et le deuxième point commun, c'est cette propension, on pourrait dire, à la paranoïa, qui a été d'ailleurs bien soulignée par des chercheurs américains. On peut dire que le discours complotiste se nourrit littéralement de ces frayeurs, de ces hantises. Du troisième point commun important, et bien entendu c'est valable à la fois pour les théories du complot de l'époque révolutionnaire, mais aussi d'aujourd'hui, c'est que ces théories du complot, si elles naissent, si elles surgissent, si elles se développent, c'est parce qu'elles offrent à celles qui y croient, à celles qui les développent, une réalité beaucoup plus rassurante, une réalité beaucoup plus réconfortante que celle qu'ils ont sous les yeux. Il s'agit d'essayer de comprendre les faits, des faits qui sont véritablement souvent des épisodes dramatiques, et donc de ce fait, on comprend très bien que de nombreux Français, en 1789 et par la suite, dans les années qui ont suivi, se soient réfugiés dans ces théories. Comme aujourd'hui, notamment, on peut penser aux événements de 2001, avec les attentats du 11 septembre, on retrouve exactement, je dirais, la même manière d'appréhender les choses, c'est-à-dire il faut trouver quelque chose qui permette de trouver un sens à quelque chose qui n'en a pas. Et en ce sens, vous voyez, les théories du complot passées, celles de la Révolution, et les théories du complot d'aujourd'hui se ressemblent beaucoup. Alors, si on fait ce parallèle, si on poursuit ce parallèle entre le passé et le présent, il y a tout de même des différences. Bon, la différence majeure, bien entendu, ce sont les vecteurs qui ont permis la diffusion de ces théories. Nous sommes dans la civilisation qui est celle de Gutenberg. Aujourd'hui, nous sommes sortis de cette civilisation, nous sommes dans tout à fait autre chose. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le succès prodigieux de ces théories du complot telles qu'elles ont commencé à se développer,
n'est pas un hasard. Bon, on parle du 11 septembre 2001, mais c'est le moment aussi où Internet commençait à devenir une réalité de plus en plus palpable à travers le monde. Et depuis, eh bien entendu, les choses n'ont fait que s'accélérer. C'est-à-dire que, pour parler autrement, les théories du complot de la fin du XVIIIe siècle ont été partagées, je pense, par un nombre non négligeable de contemporains. Il est toujours difficile de savoir qui croyait à ce type de raisonnement, mais tout de même, il y a les chiffres de vente, de même, il y a aussi les rééditions. Les mémoires de Baruel ont été un succès de librairie, c'est quand même un signe. Mais il n'empêche eh bien, que ces ouvrages, même s'ils ont connu un succès, oui, un véritable succès commercial, ne peuvent se mesurer avec la diffusion aujourd'hui qui est exponentielle de la moindre théorie, la plus, je dirais, la plus extravagante qui soit, peu importe, car bien entendu, il y aura immédiatement, hein, dès qu'elle sera sur la toile, il y aura immédiatement des personnes qui y souscriront.